bienvenue dans la capitale du Brandebourg aujourd'hui. Depuis Potsdam, je vous souhaite la bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, on ne va pas tout simplement parler de la pluie et du beau temps, mais des phénomènes météorologiques extrêmes. Voyez un peu tout ça. Tempêtes, grêles, inondations, canicules. Qu'est-ce qui provoque ces catastrophes naturelles tellement violentes? Aux États-Unis, par exemple, les ouragans sont chaque année plus destructeurs. Et à l'inverse, l'Afrique a toujours plus chaud. Des canicules à répétition et une terrible sécheresse frappent par exemple le Soudan, avec de graves conséquences sur la population. En raison des mauvaises récoltes, la famine sévit à grande échelle. En Europe aussi, le ciel nous tombe sur la tête. On subit des tempêtes violentes et des pluies torrentielles. Des tornades frappent la France et l'Allemagne. Les fleuves débordent régulièrement de leur lit. Mais tout cela est-il dû au hasard ? Avons-nous seulement l'impression que la situation empire à cause des images alarmistes dans les médias, ou ces phénomènes météo dangereux sont-ils vraiment plus fréquents? Serait-ce à cause du réchauffement climatique? La météo et le climat sont pourtant deux choses différentes. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Potsdam, pour rencontrer des scientifiques qui vont nous aider à comprendre comment le climat évolue et quels en sont les effets sur la météo. Si c'est bien le réchauffement climatique qui rend ces phénomènes plus forts et plus fréquents, quelles sont les conséquences sur la végétation et donc sur notre alimentation? En guise d'exemple, notre premier reportage nous emmène en Australie. En janvier 2011, dans la province australienne du Queensland, un territoire grand comme la France et l'Allemagne réunis se retrouve sous l'eau. Et ce n'était que le début. 4 semaines plus tard, le plus fort cyclone de l'histoire australienne s'abat sur la côte est du pays. Des vents de 300 km/h balaient la province. 6 mois plus tard, de nombreuses habitations sont toujours en ruine, abandonnées par leurs propriétaires. Peter Saleras, lui, est resté. Équipé d'une tronçonneuse, il se prépare à une longue journée sur sa plantation, comme tous les jours depuis des mois. En jeep, il rejoint l'endroit où le cyclone a frappé le plus durement sa plantation, située en bordure de la forêt tropicale. Sa maison a résisté aux rafales de vent, mais pas ses arbres fruitiers. C'est un vrai désastre. J'avais un beau verger, bien entretenu, et voilà les dégâts produits par des vents de 200 ou 300 km/h. C'est triste à voir. Quasiment la moitié de sa plantation de 90 hectares a été détruite. Ce n'est pas qu'une perte de revenus, ça représente des années de travail. Ces arbres, on en a pris tellement soin. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'à les abattre. De grands filets tendus sur ces arbres fruitiers protégeaient les fruits des oiseaux et des chauves-souris. Mais il n'a pas eu le temps de les retirer avant la tempête pour tailler les branches. Ces arbres se remettaient à peine du cyclone précédent de 2006. Ce sont des arbres à remboutant. La saison dernière, on en a récolté 10 tonnes. C'était la première bonne saison depuis le cyclone Larry en 2006. Peter et sa femme espéraient connaître une autre récolte aussi fructueuse. Là, on n'aura sûrement aucun fruit avant plusieurs années. Certains de nos arbres sont même morts. Les plantations des agriculteurs ne sont pas les seules à avoir souffert du cyclone Yassi. Toute la forêt tropicale a été touchée et de nombreux arbres ont perdu leurs feuilles. La végétation commence lentement à repousser. Ce grand oiseau timide, le casoar, vit normalement caché dans la forêt tropicale australienne. Mais le cyclone a aussi perturbé son mode de vie. Comme les casoars ne trouvent plus de nourriture dans la forêt, la faim les pousse sur le bord des routes et près des habitations.
le cyclone Yassi a bouleversé tout l'écosystème. Aujourd'hui, de plus en plus d'animaux cherchent à se nourrir à l'extérieur de la forêt tropicale. Ils ne trouvent plus les fruits habituels, donc ils essayent d'autres choses, comme les fleurs de jacquier. En 26 ans, je n'ai encore jamais vu ça. Cette papaye aussi a été attaquée au cours de la nuit par des chauves-souris ou des roussettes. Pour l'homme, c'est un problème supplémentaire car s'il doit installer plus de filets pour protéger ses fruits, cela implique plus de travail et de dépenses. Mais Peter Saleras ne compte pas baisser les bras. Il est particulièrement fier de ses treillis, ces armatures de bois et d'acier qui ont sauvé certains de ses arbres fruitiers. Il renforce les plants et empêche les troncs de se briser. Après un tel cyclone, Peter ne doute plus de leur utilité. On a installé ces rangées de treillis après le cyclone Larry pour y fixer les quelques arbres survivants, comme les durians. Ensuite, on en a replanté 450. Et on n'en a pas perdu un seul avec Yassi, alors qu'on était au cœur du cyclone qui était de force 5. Grâce à ces treillis, une partie de sa plantation a été sauvée. Les arbres redonnent déjà leurs premiers fruits. Le soir, Peter laboure la terre pour un nouveau champ à la lisière du bush. Il n'y plantera pas d'arbres fruitiers, mais des bananiers dont la croissance rapide l'aidera peut-être à compenser ses pertes. Peter a tiré une leçon de la catastrophe. Il sait désormais comment protéger ses arbres des cyclones et a confiance en l'avenir. Voilà notre homme. Bonjour. Bonjour. À l'Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam travaille le professeur Friedrich Wilhelm Gastern-Garbe. En tant que météorologue, vous analysez les données que vous envoyez ensuite au Centre mondial des données climatologiques. Oui, c'est bien ça. Cette station météo est l'une des plus précieuses du pays. Elle a commencé son activité en 1893, donc il y a 119 ans, sans jamais interrompre ses mesures. Il est très important pour la recherche sur le climat d'avoir des séries continues de relevés. On envoie également ces informations au Centre mondial pour que d'autres collègues puissent les utiliser. Mais les appareils qui se trouvent là n'ont pas 100 ans, on s'en doute bien. Qu'est-ce qu'ils mesurent exactement? C'est vrai, nos appareils de mesure sont très modernes. Je peux vous les montrer. Voici un psychromètre qui indique la température humide de l'air. On mesure aussi son humidité relative avec cet appareil intéressant parce qu'il contient des cheveux de femmes qui sont très sensibles à l'humidité. Ils sont plus sensibles que les cheveux des hommes. Oui, ils réagissent plus en se rétractant ou en s'allongeant, ce qui est retranscrit par cette aiguille. On connaît ainsi l'humidité relative de l'air. En dessous, on a aussi un thermographe qui donne la température actuelle. Les relevés nous montrent qu'à Potsdam, au cours du siècle dernier, la température a augmenté de plus d'1 degré par an en moyenne. Donc notre région connaît un changement climatique. 1 degré de plus, ça ne semble pas énorme. Mais on sait aujourd'hui que ça peut avoir d'importantes conséquences. C'est donc le réchauffement climatique qui provoque les sécheresses et les inondations? Il faut savoir qu'1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est une nette augmentation du transfert d'énergie. Et on voit le résultat. Ces 30 ou 40 dernières années, les phénomènes extrêmes se sont multipliés. À quel phénomène est-ce que vous pensez en particulier? On n'a pas encore constaté que les tempêtes étaient plus fréquentes, mais prenons les ouragans, ces tempêtes tropicales par exemple. On sait que leur intensité a augmenté. Les Américains l'ont prouvé. C'est un exemple parlant. Un autre serait la progression des zones désertiques ces 15 dernières années, ce qui est une période courte. Les déserts avancent de 100 km² par jour. Rendez-vous compte, c'est assez inquiétant. Et pour l'Europe centrale, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'à Berlin et dans le Brandebourg, on aura bientôt plus de forêts et de lacs, mais de grandes étendues de sable? Non,
Il pleut encore bien assez chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il fait plus chaud, il y a aussi plus de risques d'avoir des canicules plus fréquentes. Souvenez-vous de la vague de chaleur de 2003 qui a touché plusieurs pays en Europe et fait plus de 70 000 morts. C'est l'une des plus grandes catastrophes naturelles dans notre région depuis le Moyen Âge. En France, la grande canicule de 2003 a été un vrai traumatisme. La météo en France sera-t-elle encore plus mouvementée puisque le pays est plus au sud? Oui, la France aura plus de problèmes que l'Allemagne, surtout sur le pourtour méditerranéen. On le voit même déjà sur place, avec de graves sécheresses et peu de précipitations. Ces phénomènes vont très certainement s'accentuer, et on retrouve la même tendance en Italie et en Espagne. Un paysage qui évoque les déserts d'Amérique du Nord. Nous sommes pourtant dans la région de Murcie, en Espagne. José Pascual est né ici il y a 52 ans. Il est l'une des nombreuses victimes de la sécheresse. À 20 ans, il est descendu dans la vallée pour s'installer en ville. Quand l'eau s'est tarie, il n'avait plus aucun avenir dans les montagnes arides. La région se transforme en désert. Il y a de moins en moins d'habitants et d'arbres. On est parti parce qu'il faisait toujours plus sec. Il y a 40 ou 50 ans, il pleuvait bien plus qu'aujourd'hui. Les arbres sont morts, tout est desséché et presque plus personne ne vit ici. Dans la vallée, les riches ont creusé plein de puits. Mais ici, on a perdu notre eau et nos amandiers. Déjà, pendant le règne des morts au Moyen Âge, il existait en Espagne un système ingénieux de canaux et d'écluses. Ce système a continué à fonctionner parfaitement pendant 700 ans. L'eau coulait de façon régulière et équitable jusqu'aux champs. On voit bien la hauteur de l'eau il y a 20 ou 30 ans. Il y a 10 ans, elle atteignait encore ce niveau. Et ensuite, ça n'a pas arrêté de baisser. Il y a 1 an et demi, l'eau a cessé de couler. Et depuis, tout est sec. Quand on parle de désertification, on pense tout de suite à l'Afrique. Mais la péninsule ibérique aussi a de vraies raisons de s'inquiéter. Selon l'ONU, 1/3 de l'Espagne et du Portugal est menacée par ce phénomène. La péninsule ibérique va-t-elle se transformer en un vaste désert? Pour José, la situation actuelle est déjà très préoccupante. La rivière Guadalentine n'est plus qu'un lit à sec, parsemé de cailloux, où seuls les moutons peuvent paître. La rivière n'a pas toujours été comme ça. Quand j'avais 10 ou 12 ans, je venais souvent ici avec mon père. Et il y avait des ponts de bois pour traverser. La rivière n'était pas profonde, mais l'eau coulait en abondance. Mon père m'a raconté que lorsqu'il avait 20 ou 25 ans, et que les maisons n'avaient pas encore l'eau courante, les gens de la vallée venaient se laver dans la rivière. Lui-même venait pêcher ici. Une terre aride, des rivières à sec, le sud de l'Espagne se transforme progressivement en un désert hostile à la vie. Pour les agriculteurs, c'est une évolution désespérante. Même dans la vallée, plus rien ne pousse dans les champs. J'ai quitté mes montagnes il y a 30 ans, parce qu'ici, il y avait de l'eau. Je pensais que j'aurais une vie meilleure. J'ai cultivé des brocolis, des laitues, des melons.
Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus d'eau. Et personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Même les réservoirs d'eau sont presque vides. Si rien n'est fait pour remédier à la situation au plus vite, l'homme risque bien de devoir renoncer à vivre ici. Heureusement pour nous, une désertification aussi grave que dans le sud de l'Espagne n'est pas pour tout de suite dans le Brandebourg. Mais ici aussi, les périodes de sécheresse vont se multiplier. Oui. Donc si aujourd'hui vous voulez planter un arbre dans votre jardin, il faut vous demander comment sera le climat dans un siècle. Pas si simple. On va faire un tour dans une pépinière où de nouvelles variétés d'arbres sont testées pour l'avenir. Bonjour, c'est par là? C'est un chêne particulier, non? C'est agréable de se mettre un peu au vert parmi tous ces arbres, même si une route passe juste derrière nous, comme vous pouvez l'entendre. Monsieur Zander, vous êtes dendrologue, c'est-à-dire spécialiste des arbres, et vous recherchez l'arbre du futur. Ça veut dire que notre bon vieux chêne typique va disparaître? On a constaté que de tous les arbres typiques de nos régions, le chêne est celui qui a le plus souffert ces 20 dernières années. En hiver, les températures descendent parfois à moins 20 degrés. Et en été, on a des périodes de sécheresse prolongées. Le tout favorise la prolifération des maladies et des insectes nuisibles. J'ai là 2 photos de l'Office pour la protection des plantes de Berlin qui montrent la chenille processionnaire du chêne. Ah, on voit bien la procession là. Oui, c'est un insecte nuisible qui était encore inconnu chez nous dans les années 90. Elle est arrivée ici depuis le sud de l'Europe et a proliféré jusqu'à provoquer de véritables invasions. C'est aussi cette chenille qui provoque des démangeaisons, non? Oui, elle est hérissée de poils urticants qui s'envolent et peuvent provoquer des allergies chez l'homme. On recherche donc des arbres qui n'attirent pas ces chenilles et qui résistent aussi mieux à la sécheresse. Là, on teste par exemple le faux chêne liège d'Espagne, aux feuilles plus épaisses et robustes, donc qui supporte plus facilement la sécheresse. On a aussi des arbres exotiques, comme l'oranger des Osages, qui vient des plaines américaines et se contente de très peu d'eau. Un arbre au mouchoir. Mais ça ne ressemble pas à des mouchoirs. Non, pas à cette saison. Mais au printemps, il a de fines bractées blanches qui ressemblent à des mouchoirs. Là, elles sont tombées depuis longtemps. Mais on ne peut pas se moucher dedans. Non, il vaut mieux éviter. En Asie, au Japon, c'est un arbre ornemental très apprécié. Et nous essayons de voir s'il peut s'adapter à notre climat. Là, c'est un métaséquoia de Chine. Mais il est tout petit pour un séquoia. Oui, les séquoias sont originaires d'Amérique du Nord. Mais celui-ci, c'est leur cousin chinois. On le teste parce que nos insectes nuisibles ne le connaissent pas du tout. C'est un avantage. Mais comment savoir si ces 4 arbres sont compatibles avec notre climat européen? Cet appareil mesure la fluorescence de la chlorophylle, ce qui nous permet de savoir si l'arbre arrive à faire une bonne photosynthèse. Et cette fluorescence de la chlorophylle, elle se mesure comment? En fait, on détermine l'activité de la feuille, en vérifiant si elle est assez verte. On devrait avoir une valeur entre 500 et 600. 541. Oui. Parfait. Ça indique que ce chêne se porte plutôt bien dans ces conditions. Est-ce qu'un jour les chênes en Allemagne seront made in Spain? Comme le faux chêne liège d'Espagne supporte mieux les périodes de sécheresse et les insectes nuisibles, il pourrait bien remplacer le chêne allemand.
Tout ça, ça concerne les arbres. Mais est-ce pareil pour les plantes vivrières? Va-t-on cultiver un jour des olives, des fruits de la passion ou du raisin rouge en Allemagne? Il est vrai que ces cultures progressent vers le nord. Quant à savoir si on pourra récolter ce genre de raisin ici et en tirer un bon vin rouge, ça dépend aussi d'autres conditions, comme le type de sol qui n'est pas le même chez nous. En tout cas, on sait déjà que le raisin aime les longs bains de soleil, ce qui est une très bonne nouvelle. Du moins, pour l'Allemagne. Un vin rouge grand cru en Allemagne, il y a des décennies, les amateurs de vin n'y auraient jamais cru. Mais dans la vallée de l'Aar, c'est désormais une réalité. Le vignoble de Werner Neckel a connu le meilleur automne de ces dernières années. On bénéficie d'une zone de microclimat entre les Hauts-de-Fagne et l'Eifel. Ça signifie qu'au nord et au sud de notre vallée, il pleut beaucoup plus qu'ici. Et il se trouve que dans la viticulture, justement, il est essentiel d'avoir des journées d'automne sèches pour éviter que les grappes moisissent. De belles journées d'automne qui sont de plus en plus fréquentes. Pourtant, autrefois, la vallée de l'Aar ne réunissait pas toutes les conditions pour la viticulture. Même si son sol schisteux a l'avantage de retenir la chaleur, le soleil y brillait moins que dans le reste du pays. Aujourd'hui, les vignerons doivent se méfier d'une seule chose, l'hiver. Cette année, comme les deux précédentes, on a eu des températures très froides pour notre région, presque moins 20 degrés. Même si ça reste exceptionnel, c'est vraiment le grand minimum. Si les températures descendaient à moins 25, nos ceps de vigne seraient fichus. Ces 2 dernières années, on n'a pas eu de dégâts, mais il ne faudrait pas que ça empire. Ce printemps a été parfait. On a eu l'une des floraisons les plus précoces, voire la plus précoce qu'on ait jamais connue. Si les gelées d'hiver ne s'accentuent pas, le climat de la vallée deviendra toujours plus propice à la production de vin rouge. Dans les années 70 ou 80, on avait beaucoup plus d'années catastrophiques en termes de qualité. Il faisait très frais, et même froid, au printemps, en été et en automne. Les raisins n'arrivaient même pas à maturité. Le problème, c'est que si la sécheresse s'intensifie en été, les vignerons devront trouver de nouveaux cépages qui s'accommodent de ces nouvelles conditions climatiques. C'est justement ce que les chercheurs étudient à l'Institut de recherche sur la viticulture à Geisenheim am Rhein. Le grenache serait un bon choix, parce qu'il pousse dans les régions qui connaissent une sécheresse estivale assez prononcée, comme le sud de la France ou le nord de l'Espagne, où on l'appelle garnacha. Ce qui nous intéresse surtout, c'est comment il arrive à pousser dans ces conditions. Parce que si le climat en Allemagne évolue dans le même sens au cours des 20 ou 30 prochaines années, ce cépage aurait un grand potentiel qualitatif. On pourrait en tirer un excellent vin rouge. Avec ces nouveaux cépages et un climat encore plus sec, les vignerons allemands pourraient peut-être se hisser au rang du Rioja espagnol ou du Bordeaux français. Les bons millésimes sont déjà plus fréquents ces derniers temps, parce que les précipitations et le climat ont un peu changé. Comme il fait plus chaud, on a plus souvent de bonnes années. Évidemment, il y a toujours des exceptions négatives, mais cette année était vraiment parfaite. Du vin rouge allemand de qualité, dans la vallée de l'Aar, on y travaille déjà. Il reste à trouver les cépages adaptés qui feront peut-être du vignoble allemand le grand gagnant du réchauffement climatique.
Santé à l'Allemagne. En revanche, les grands perdants pourraient bien être les vignerons de Champagne. Les météorologues prédisent que dans 50 ou 60 ans, il risque d'y faire trop chaud pour produire du champagne. C'est alors au sud de l'Angleterre que les conditions seraient idéales, car il y fera plus chaud et que le sol est aussi calcaire qu'en Champagne. Ah, te voilà enfin. Tu arrives juste à temps. J'ai quasiment fini de planter cet arbre. Oh, c'est lourd! Dis-moi, Dorte, quel fruit cet arbre va-t-il donner? Les fruits du travail. Ça, c'est bien dit. À très bientôt. À la prochaine et restez curieux.